Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Parents d'ado. Aujourd'hui, on a décidé de faire le point sur le mal-être qui est normal chez un adolescent ou un enfant, le mal-être qui doit vous inquiéter et les signes vraiment inquiétants d'une situation à risque à l'école. Et pour ça, j'accueille avec nous une spécialiste du sujet, Emmanuelle Piquet. Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble en 3 actes, je te propose. D'abord parler justement de l'adolescence, de ce qui se passe, de ce qu'ils éprouvent et notamment du fameux mal-être des ados. Ensuite, on parlera un petit peu du mal-être lié à la scolarité, donc l'angoisse scolaire. Et pour finir, j'aimerais qu'on parle précisément du harcèlement scolaire. Avec plaisir. Alors Emmanuelle, merci d'être présente avec nous. Merci à toi. Est-ce qu'on pourrait rapidement te présenter à nos auditeurs ? Donc, je m'appelle Emmanuelle Piquet, je suis maître de conférence à l'Université de Liège, donc ce qui fait que j'ai un pied dans la recherche. Et puis par ailleurs, j'ai un pied dans la clinique puisque je suis thérapeute systémicienne selon une école qui s'appelle l'école de Palo Alto. Est-ce que tu peux le présenter rapidement à nos auditeurs ? Oui, donc l'école de Palo Alto, c'est une école de pensée qui s'est créée dans les années 50 aux États-Unis, dans la ville éponyme. Ce sont des penseurs absolument géniaux qui ont mis en exergue cette chose tout à fait incroyable, je trouve, d'un point de vue intellectuel. En tout cas, je la trouve très esthétique. C'est que c'est souvent ce qu'on met en place pour résoudre un problème qui non seulement ne le résout pas, mais l'alimente, voire l'aggrave. Et donc, à partir du moment où ils ont mis en exergue vraiment, je trouve cette découverte majeure, ils se sont dit, donc, à partir du moment où on identifie ça, alors ça veut dire que notre métier consiste à aider les gens qui nous font confiance à arrêter ce qu'ils mettent en place comme solution. Ils appellent ça les tentatives de solution. Paul Watzlawick, qui est un des penseurs tout à fait illustres de cette école de pensée, l'avait synthétisé en une formule simple. Il disait « le problème, c'est la solution ». Et du coup, une fois qu'on a identifié ces solutions-là, on va travailler pour demander à nos patients de faire exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Pas par plaisir, mais pour que ça stoppe ce qu'ils faisaient au préalable. Et donc, en fait, ils partaient du principe qu'on ne peut pas être allongé et debout à la fois, ou allongé et assis à la fois, et que donc, à partir du moment où on demande de faire l'inverse de ce qu'on faisait jusqu'à présent, alors le cercle vicieux va arrêter d'être alimenté, en fait. Et c'est vrai que dans un certain nombre de cas, c'est tout à fait stupéfiant en termes de résultats. Et donc, en matière de harcèlement, moi, j'ai modélisé à partir de là, en disant quelles sont, grosso modo, les tentatives de solution majoritaires qui sont employées, de la part des enfants et de la part des parents, et donc quels sont les virages à 180 degrés qu'on peut proposer à tous ces interlocuteurs. Et donc, je travaille avec une 60aine de thérapeutes aujourd'hui répartis sur le territoire, où on reçoit toutes sortes de personnes qui ont des problèmes, on va dire, mais c'est vrai qu'on a une spécialité dans les souffrances en milieu scolaire, comment apaiser les souffrances en milieu scolaire. Alors c'est justement comme ça que je t'ai découvert. Je pense que c'était une intervention à la radio où tu faisais la différence entre les signes inquiétants et les problématiques de harcèlement dans le contexte scolaire. Comment tu es arrivée à traiter en particulier cette problématique ? Quand je me suis installée, moi, j'ai reçu très vite des enfants et des adolescents parce que c'est vraiment un public avec lequel je m'entends bien. Et lorsque je leur posais la question, au fond, pour des tableaux symptomatiques très variés qui allaient de l'encoprésie à l'attaque de panique, au refus d'obstacles brutal académique, par exemple, lorsque je leur posais incidemment la question comment ça se passe pour toi dans la cour, qu'il soit à l'école, au collège ou au lycée, assez invariablement, ils me répondaient ça se passe extrêmement mal. Sans que personne, au fond, n'ait fait le lien entre le symptôme pour lequel ils venaient consulter et ce qui se passait dans la cour. Quand je dis personne, ni eux d'ailleurs, ni la population adulte autour. Et je me suis dit, c'est absolument invraisemblable, c'était il y a une vingtaine d'années, qu'on n'ait pas de réponse en fait à apporter à ces enfants-là, à ces adolescents-là, si ce n'est une écoute vaguement positive, enfin c'est la moindre des choses quand même, mais finalement assez peu de réponses concrètes et opérationnelles en fait à mettre en place Pas tout de de suite. conseils applicables en fait. Exactement. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à m'y intéresser en me disant on est face, et je le crois toujours, on est face à un enjeu de santé publique en réalité, parce que à court terme au moins ça génère vraiment des choses très douloureuses en fait. Donc c'est comme ça que je suis tombée là-dedans. Ok. Du coup, commençons par le commencement. On revient justement sur l'adolescent. Alors, par adolescent, j'entends préadolescent et adolescent, puisque on s'adresse en particulier à des parents de collégiens et de lycéens. On a tendance à dire que c'est un âge pas simple, mais depuis 5-6 ans, depuis le Covid, on parle de plus en plus de santé mentale des jeunes dans un contexte clinique ou social. Qu'est-ce qui caractérise le mal-être de l'adolescent ? D'abord, je pense que c'est un sujet qui génère pas mal de panique morale globalement, Tout à fait. je pense que c'est extrêmement important de redire par exemple les derniers chiffres de l'étude Santé publique France qui indique que 80% des collégiens et des lycéens, puisque c'est bien cette population, considèrent qu'elle a une vie positive. Donc c'est tout à fait intéressant. C'est moins élevé au lycée qu'au collège, mais ça reste quand même une très très large majorité. Donc nos adolescents vont bien. Ok. Maintenant, ça ne doit pas cacher en effet une
espèce de détérioration sur le sujet. On sait par exemple que 15% des collégiens et des lycéens sont à risque de dépression, d'après les dernières enquêtes. Donc c'est quand même un chiffre élevé qui a plutôt tendance à augmenter. Et puis surtout, depuis en effet 2018, donc avant Covid, on a eu une recrudescence absolument spectaculaire des hospitalisations en pédopsychiatrie pour gestes auto-infligés, c'est-à-dire scarification et tentative de suicide globalement, et à peu près 110% d'augmentation pour les filles. Ah oui. Ce sont des filles, en fait, qui sont hospitalisées en pédopsychiatrie en urgence pour des gestes auto-infligés, en urgence ou pas d'ailleurs. Il y a eu une augmentation de à peine 50% pour les garçons. Donc on est vraiment sur quelque chose de très genré, en fait, en termes de souffrance. Donc ça, c'est bizarre parce que c'est quand même, je trouve, un chiffre extrêmement structurant. Enfin, je veux dire, ça veut dire quand même des choses. Et pourtant, je pense que c'est vraiment un sujet, la souffrance des jeunes filles aujourd'hui. Je pense que c'est difficile d'être une jeune fille aujourd'hui. Mais si je ne me trompe pas, c'était déjà un public qui était particulièrement concerné sur les problématiques alimentaires, très majoritairement féminines. Absolument. Et là, passer à l'action, il me semble que justement tout ce qui est pratique mutilatoire ou tentative de suicide, c'est quelque chose qui était plutôt masculin à une époque. Ce qui est masculin, c'est malheureusement les suicides avérés. Ça, c'est vraiment, il y a une prévalence très claire chez les garçons. Et ça reste. Il n'y a pas plus de suicides avérés. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a vraiment des hospitalisations pour gestes auto-infligés et tentatives de suicide. Et que ça a toujours été plutôt les filles, mais ça creuse encore plus l'écart, en fait, depuis 2018. Donc, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Parce que bien entendu, le Covid est passé par là. Moi, je suis parfaitement d'accord avec cette analyse qui est reprise souvent. Mais il faut quand même voir que ça a commencé avant. Parce que c'est vrai que pendant le confinement, on a fait ce qu'on peut faire de pire à une population adolescente, c'est qu'on les a coupés des relations sociales, on les a enfermés. Donc, on est quand même sur, en effet, une période qui a été très difficile pour eux. Je pense que l'environnement géopolitique est pas forcément extrêmement favorable à une santé mentale vraiment tout à fait épanouie. De même, les inquiétudes qu'ils peuvent avoir pour l'écologie, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Absolument. Et l'éco-déprime aussi, parce que moi j'ai beaucoup plus d'éco-déprime que d'éco-anxiété en consultation. Et puis, je trouve qu'il y a vraiment une souffrance relationnelle. Moi, je pense que c'est souvent les relations qui font souffrir, les relations avec les autres, mais les relations avec soi-même aussi. Et je trouve qu'il y a une espèce de polarisation un peu douloureuse entre les filles et les garçons. Bien plus qu'avant, en fait. Je trouve que, c'est ce que disent les dernières données, notamment du centre Hubertine Auclair sur justement l'observation en fait de l'égalité homme-femme et des violences sexistes notamment. Et donc aujourd'hui, on a vraiment des données de 2023, donc c'est quand même extrêmement intéressant. Elle a interrogé plus de 4000 collégiens sur 14 collèges différents en Île-de-France. Et en fait, les chiffres sont absolument hallucinants. Par exemple, être une fille augmente le risque de 57% d'être victime de violences à haute intensité. À haute intensité, ça veut dire plus de 10 fois dans l'année. Ah oui. Être une fille. Juste être une fille. Et le facteur de risque absolument ahurissant, et moi vraiment ça m'a... j'étais très surprise, et en même temps je trouve ça assez logique, mais le facteur de risque le plus énorme pour être victime de violences, qu'elles soient psychologiques ou sexuelles d'ailleurs, c'est le fait d'être en couple, au collège ou au lycée. Ça augmente de 95% le risque d'être victime de violences psychologiques ou sexuelle. Le fait d'être en couple. Le fait d'être en couple et pas le fait de ne pas l'être. Non, le fait d'être en couple. D'accord. Donc... Comme si au fond, dans le couple, le fait même d'être en couple... Ça facilitait ça facilitait une espèce d'emprise comme ça, et d'extorsion de vidéos, de nudes, des demandes de loyauté, de preuves de fidélité, des choses vraiment très, très genrées. Quoi. Et en fait... c'est à mettre en parallèle avec d'autres études qui montrent qu'en effet, la misogynie, globalement, on va dire qu'elle peut se concentrer sur deux aspects, enfin sur deux modalités, on va dire. Une misogynie un peu paternaliste, qui a toujours existé, qui existe toujours énormément, voilà. Et puis, depuis peu, une misogynie, au contraire, très agressive. Très agressive. Et très organisée, voilà. Des masculinistes. Et comme, dans le même temps, les jeunes filles, Dieu soit loué, sont féministes de plus en plus tôt, c'est-à-dire que maintenant, c'est à partir de 13-14 ans, ce qui n'était pas le cas avant, ça crée une espèce de polarisation, en effet, qui est sans doute un effet backlash de MeToo, voilà. Mais ça crée, en tout cas, pour répondre à la question, parce que je fais un très long tunnel, mais ça crée en effet des souffrances intergenres, en fait, qui, à mon avis, sont en augmentation et sur lesquelles on n'est pas en progrès. C'est le moins qu'on puisse dire. On voit de plus en plus d'interventions en urgence dans les milieux hospitaliers. Est-ce que pour toi, déjà de base, est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'on les remarque plus ? Je ne sais pas. En fait, vraiment, c'est ça qui est c'est très nébuleux pour l'instant. Ce que je constate chez les jeunes filles, en fait... que je reçois moi en consultation. Donc là, c'est que de l'intuition clinique, c'est pas du tout étayé ou documenté, mais c'est intéressant d'écouter aussi ce qu'observent les cliniciens, même s'ils sont bourrés de biais, je suis d'accord là-dessus. C'est que je reçois des jeunes filles, en fait, qui, au fond, ont du mal à se créer une identité.
Parce que comme l'injonction à rester dans la norme un peu masculiniste, un peu patriarcale, qui est au fond très en abnégation en fait avec les garçons, le fait d'être obéissante, etc. Ça veut dire que chaque fois qu'une jeune fille sort de cette norme-là, elle est ramenée immédiatement à la norme de façon très péremptoire et très collective, parce que les filles comme les garçons la ramènent à la Là, on norme. parle de quelle tranche d'âge pour être précis? Alors, en l'occurrence, sur la dernière étude de Margot Deshages, on est sur les 13-18 ans. Ok, donc c'est assez large. On a vraiment des jeunes collégiens et des vieux lycéens, si je peux dire. Oui, voilà, Ok. exactement. Donc, c'est très large, en effet. Ouais. Et donc, comme elles sont ramenées à la norme en permanence, qui est quand même une norme extrêmement étroite, extrêmement restrictive, quoi, d'une certaine façon, j'ai l'intuition, moi, qu'une façon de se construire une identité, c'est d'avoir une identité un peu psychiatrique. Je le redis, c'est une intuition. Cependant, je trouve que, en effet, ce constat clinique qu'on fait avec des jeunes filles qui, au fond, nous répondent, lorsqu'on leur pose la question, après avoir créé vraiment une relation extrêmement forte, une alliance thérapeutique très, très intense, quand on leur pose la question au bout de 4-5 séances, qu'est-ce qui se passerait de plus épouvantable si jamais tu allais mieux, c'est-à-dire si tu ne te scarifiais plus, si tu ne faisais plus de tentatives de suicide, si tu n'avais plus tous ces troubles du comportement alimentaire, etc. Elles répondent pour une majorité d'entre elles, je n'aurai plus d'amis. Je n'existerai plus dans le cercle social. Voilà, moi c'est un peu comme ça aussi que je l'explique, c'est-à-dire que je pense quand même qu'il y a vraiment une souffrance très forte, qui n'est pas la même souffrance que les jeunes filles qui se scarifiaient qu'on recevait il y a 15 ans encore, qui étaient plutôt des jeunes filles qui, au contraire, dissimulaient beaucoup, qui étaient très dans des impossibilités de réguler, souvent avec un membre de la famille. C'est plutôt des souffrances intrafamiliales, et avec lesquelles on travaillait vraiment très différemment, puisqu'on leur apprenait à réguler précisément avec les personnes avec lesquelles les interactions étaient douloureuses. Ici, c'est très différent, c'est qu'il faut qu'elles se trouvent une identité autre que celle-là. Ouais. Et donc, je pense qu'avec un symptôme, au fond, qui est très similaire, on doit intervenir de façon très différente, quoi. Donc, je pense que c'est lié aussi à ça, qu'il y ait des souffrances supplémentaires, en tout cas, ce taux d'hospitalisation tout à fait en hausse. Justement, du coup, j'aimerais bien faire le parallèle. Si je me remets à la place des parents de ces ados d'aujourd'hui, donc des parents qui ont aujourd'hui entre 35 et 55, à l'époque de leur propre adolescence, ils ont pu observer un mal-être. Si je me trompe pas, c'était un mal-être de non-appartenance à un groupe ou des mal-être plus pathologiques dont tu peux nous parler rapidement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans la génération de leurs enfants qui fait qu'on n'est pas forcément apte à observer le mal-être, ou en tout cas, on n'est pas apte en tant que parent à le diagnostiquer comme il faut? Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose de fondamentalement différent. En revanche, il y a des souffrances qui, dans leur expression, sont différentes. C'est-à-dire qu'on a énormément de phobies scolaires, par exemple, ce qui n'était pas du tout le cas dans les générations précédentes. Je pense que, là encore, le Covid a une responsabilité, même si, voilà, en tout cas, un impact. C'est que, pendant cette période, on a dit, grosso modo, à tout le monde, à toute la communauté, qu'elle soit parentale ou enfantine ou adolescente, qu'on pouvait ne pas aller à l'école. Et donc, cet évitement-là, qui est un évitement parfaitement logique, quand on est en angoisse par rapport à l'école, la première solution, c'est d'éviter d'y aller. Ça paraît quand même extrêmement logique. Quand une voiture me fonce dessus, j'évite. Ils ont vu que ça existait. Et ils ont vu que ça existait. Ouais. Les parents aussi. Et donc, il y a une espèce de paradoxe des parents que je comprends parfaitement, mais je pense que c'est important qu'ils l'entendent, qui est au fond qu'on dit à ces enfants-là, ce serait vraiment bien que tu ailles à l'école, ça c'est toujours dit, mais si c'est trop douloureux, alors on n'y va pas. Et donc, on favorise l'évitement. Ce que je comprends, parce que c'est pas du caprice, les enfants qui vont pas à l'école, c'est vraiment des gamins qui sont en souffrance. Mais cette oscillation fait que quand j'ai un peu envie d'aller à l'école, parce que j'ai quand même envie de voir mes potes, et parce que voilà, c'est quand même la vie, et que j'ai très très peur d'y aller, si on me laisse le choix, c'est la peur qui prime, évidemment. Oui. Et donc, nous, notre métier va consister vraiment à faire diminuer cette peur pour qu'elle descende en dessous de l'envie, vraiment comme s'il y avait deux réservoirs. Donc ça, c'est très moderne. Et c'est difficile à identifier parce qu'il y a plusieurs motifs à l'évitement scolaire. Donc, il y a cette phobie scolaire qui est moderne. Il y a, je pense, le harcèlement qui prend des modalités différentes de l'époque parce que, pour plein de raisons, mais notamment parce qu'on a créé une forme de panique morale très forte sur ce sujet-là, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Moi, je veux dire... Voilà, les parents de la génération d'avant ne posaient pas trop de questions sur ce sujet-là. Là, il y a vraiment une inquiétude sociétale très forte, donc ça modifie les choses. Et puis, je mettrai en troisième spécificité de cette génération les problèmes liés au genre, en fait, qui sont tout à fait présents dans nos consultations et qui sont nouveaux dans leur expression. Qui sont liés aussi à la surreprésentation des réseaux sociaux, qui est quelque chose qui n'existait peut-être pas à l'époque. En effet, ça permet à un certain nombre d'enfants qui se considèrent comme étant assignés au mauvais genre, n'étant pas assignés au bon genre, je ne sais pas comment le dire, ont trouvé
ici des espaces de parole, des espaces où ils étaient sécurisés, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc, Oui. ça a permis en effet de libérer la parole. Justement, on parlait de l'envie d'appartenance qui est typique de cet âge-là. Est-ce qu'il y a d'autres déclencheurs, entre guillemets, à l'adolescence qui font qu'on a plus de risques sur le bien-être mental? Alors, il y a 3 facteurs de risque, en tout cas, en matière relationnelle, hein. Donc, le surpoids, en effet, est un facteur de risque. Le deuxième, c'est l'appartenance à une communauté, à une minorité, en fait, sexuelle, donc LGBTQIA+. Et puis, le troisième facteur de risque, c'est le handicap. Les enfants dits handicapés ou diagnostiqués handicapés sont plus à facteur de risque en matière de souffrance relationnelle. D'accord. On parle d'handicap visible ou Tout handicap tout type confondu. d'handicap? Ok, maintenant je me mets à la place d'un parent. C'est une chose de savoir que son enfant est un ado, donc forcément il a des choses qui ne vont pas. C'est une autre chose de comprendre qu'en fait son ado est dans une situation vraiment à risque ou une situation qui précède un risque. Comment en tant que parent on peut s'en rendre compte? Quels sont les signaux qui doivent, entre guillemets, nous interpeller? Tout ce qui est écart, en fait. Par exemple, un signal faible en matière de souffrance, c'est un enfant ou un adolescent qui, jusque-là, était très câlin, très positif, très affectueux au sein de la famille, que ce soit fratrie ou parents, et qui tout à coup devient agressif, voire cruel à certains moments. Comme souvent, ça coïncide avec les années collège, hein. Le risque, c'est qu'on se dise, bon, c'est parce qu'il est adolescent, il est con, donc du coup, c'est comme ça. Ça, c'est faux, en fait. Ça peut être vraiment parce qu'il est en souffrance et qu'au fond, le seul endroit où il se sent en sécurité relationnelle et affective, c'est en effet à la maison. Et que donc, c'est là que tout son mal-être est exprimé, absolument. Donc, ça, c'est un premier signe. Après, ce sont les chagrins d'amitié. Les chagrins d'amitié, c'est quelque chose qui peut être extrêmement douloureux. D'une souffrance, mais vraiment, générer une souffrance énorme, plus qu'un chagrin d'amour même, à certains moments. Et c'est un peu balayé d'un revers de main en disant non, mais c'est moi. Et je crois qu'il faut faire attention à ça, parce que si c'est mal accueilli, si c'est atténué de façon un peu condescendante, on va dire, Pas pour grave, pas dire vous allez méprisante, vous c'est remettre pas d'accord grave, bientôt. c'est vraiment pas grave, quoi. Je pense que ça peut vraiment créer une espèce de fracture de la relation, des gens en disant bah, de toute façon, moi, je ne suis pas prise en considération dans mes émotions, quoi. Et puis, ça veut dire que c'est une souffrance qui est traversée toute seule. Donc, que ce soit des souffrances ponctuelles ou des souffrances durables, je pense que c'est extrêmement important de ne pas tomber dans ce travers qui est quand même assez fréquent, qui est de considérer que par définition, les émotions des adolescents sont excessives. Ça, c'est quand même un travers, mais c'est pas pour le coup moderne, c'est toutes les générations qui considèrent C'est une bonne construction sociale, oui, oui. exactement. Que les adolescents sont en crise par définition, ce qui est fascinant, parce que c'est pas vrai du tout. Enfin, je veux dire, il y a plein d'adolescents qui sont pas en crise. Mais comme on les regarde avec ce prisme-là, en effet, le risque, c'est que du coup, on passe à côté de vraies souffrances. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut prendre au sérieux les adolescents d'une façon générale et prendre au sérieux aussi leurs émotions, même si elles nous apparaissent comme totalement excessives. Donc, les signaux pour toi, c'est vraiment changement de comportement et vocalisation. En fait, ils expriment un chagrin. Il faut laisser la porte ouverte et interroger. Si le sujet revient régulièrement ou s'il change de comportement après ce sujet, il faut essayer de relier le point A et le point B. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment observer ce qui se passe et se dire que c'est pas obligatoire la détérioration de la relation entre un adolescent et son parent. C'est pas une obligation. Et le problème, c'est que si on considère que c'est forcément une obligation, et ben quand la relation se détériore, on considère pas que c'est un signal. Moi, je pense que c'est un On signal. ne le voit pas. Je pense que c'est précisément à ce moment-là de leur développement où ils sont en train, au fond, de s'élancer vers ce bord de falaise, vers le monde adulte, en fait, hein, qu'il faut qu'on soit là à les soutenir et pas à les tirer par la capuche ou voilà, à leur demander s'ils ont bien pris leur goûter. Et c'est difficile parce que c'est un envol qui nous fait extrêmement peur, Justement, très je vais te logiquement. poser la question, qu'est-ce que je réponds à une maman qui est monoparentale? J'utilise le monoparental pour exacerber un peu la situation, qui a un ado de 16 ans, qui ne veut plus qu'elle l'accompagne parce que c'est gênant devant ses copains, et qui, quand on lui demande le soir, alors comment t'as eu ta journée, te répond un avant d'aller dans sa chambre. Comment, entre guillemets, on peut maintenir une discussion ou en tout cas ouvrir la porte à la discussion? Par exemple, en disant je comprends tellement que t'aies pas envie que je t'accompagne devant tes L'empathie. potes. Mais oui, en disant moi je ne supportais pas, ma mère je la trouvais tellement gênante. D'accord. Parce Intéressant. que c'est vrai. Enfin, je veux dire, arrêtons d'être amnésiques. Enfin, je veux dire, moi, j'adore ma mère plus que tout, mais sincèrement, j'avais pas du tout envie qu'elle m'accompagne quand il y avait mes copines ou mes copains. Donc tout ça est parfaitement logique. Et le problème, c'est de le prendre de façon personnelle. Se mettre à sa hauteur, du coup, pour toi, c'est une clé pour faciliter le dialogue. Complètement, complètement. Et puis, quant au fait qu'en effet, ils ne racontent rien, là, il faut quand même s'interroger, je pense, sur qu'est-ce qu'ils ont peur d'entendre s'ils racontent, quoi. Et moi, je reviens quand même à cette idée de tribunal adulte qui est quand même, je le redis, à chaque génération, on considère que les adolescents sont des cons. Mais je trouve qu'en ce moment, c'est quand même particulièrement intense. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on trouve qu'ils sont extrêmement paresseux, extrêmement débiles, qu'ils sont que sur les réseaux, qu'ils sont conspis, ce qui est totalement faux. Hein. Les études montrent que 80% des contenus conspis, c'est des plus de 65 ans. Il faut quand même l'entendre, ça aussi. Hein. Et donc, à un moment donné, ils se sentent tellement méprisés,
sur leur pratique, en fait, d'une façon générale, que en effet, ils vont pas en parler. Du coup, ouvrir des sujets volontairement de soi-même en demandant tiens, t'en penses quoi? C'est aussi une façon pour toi de voir comment l'enfant accepte de discuter et ouvrir la possibilité? Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'il faut faire attention à quelque chose, c'est que ce qui est insupportable quand on est ado, c'est d'avoir en face de soi des adultes qui n'acceptent jamais qu'ils ont tort. Et je pense que les adolescents, ils font confiance à des adultes qui sont capables de dire j'ai eu tort, de dire voilà, bah, parle-moi de ça parce que moi, en fait, je suis complètement hétéro-cis dans mes normes. Donc, raconte-moi un peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est tombée amoureuse d'une fille? Et donc, comment ça se passe? Et qu'est-ce que les autres disent? Et comment toi, tu le vis? Qu'est-ce que ça te fait? Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de dire mais n'importe quoi. Alors, pour avoir eu l'expérience en vrai, demandez à votre enfant de vous expliquer ce que c'est un cis. C'est extrêmement important parce que ça vous permet de voir à quel point il est ouvert à la discussion et aussi avoir son propre avis sur la société. Absolument. Je te propose maintenant qu'on revienne sur le milieu scolaire et pour parler justement de la phobie scolaire, du mal-être scolaire. Il y a plusieurs grades, même s'il n'existe pas une échelle entre guillemets de la question. Comment est-ce que tu définirais le mal-être scolaire? Bien, le mal-être scolaire, c'est une souffrance à l'intérieur de l'environnement scolaire qui fait que la seule solution trouvée par l'adolescent ou le préadolescent, c'est d'éviter d'y aller en fait. Parce que quand on évite quelque chose qui nous fait peur, cette chose-là devient de plus en plus angoissante en fait. Et donc je pense qu'il vaut mieux les préparer à faire descendre cette peur tranquillement dans un cadre sécurisé, mais ensuite d'y aller en vrai. À 100%, quitte à avoir une petite tape dans le dos de la part de l'équipe éducative. Moi, quand un enfant est prêt, même s'il a toujours peur, mais il a moins peur, exactement. Je demande vraiment aux CPE, aux AED. Moi, je pense que à partir du moment où, en effet, tu le dis très bien, tant qu'ils n'ont pas affronté, la peur ne diminue pas. Elle disparaîtra jamais totalement, mais elle ne diminue pas. À partir du moment où ils ont affronté, ils font l'expérience émotionnelle que c'est possible. Il faut les préparer d'ailleurs aussi au regard des autres. Parce que quand on a été absent de façon perlée ou de façon longue, ils ont extrêmement peur de ce que vont dire les autres. C'est encore plus fort, en fait. Tu renforces la négativité. Exactement. Les autres peuvent leur dire t'es un gros mytho. Ou alors t'es vraiment complètement un psychopathe, ça va, c'est bien passé, l'HP, enfin des choses vraiment très dures. Et il faut que nous, on puisse les outiller à répondre à ça en fait, à se préparer à ça. C'est ça qui fait diminuer la peur. Et pour toi, il y a une différence entre le mal-être scolaire et la phobie scolaire? C'est-à-dire que la phobie scolaire, c'est vraiment un évitement à 100%. Le mal-être scolaire, il y a justement cette fameuse gradation en fait, où voilà, mais finalement ils finissent souvent par décrocher, ou en tout cas par ne jamais raccrocher totalement. Et ça peut être lié donc en effet à des problématiques de harcèlement, tout à fait, des craintes de se faire harceler. Mais ça peut être aussi lié le mal-être scolaire à une espèce d'autodéception académique où, en fait, ce sont des enfants qui ont beaucoup pris de reproches, de commentaires négatifs, de choses un peu dures, etc. Et qui font une sorte d'allergie, en fait, qui disent j'en peux plus, en fait, je sais plus, je me noie, voilà. Je me noie dans cette espèce d'autodéception. Et donc, en fait, pour ne plus ressentir l'autodéception, ils préfèrent ne pas y aller. Ce faisant, ils génèrent une autodéception encore plus globale qui est je suis même pas capable d'être au monde, en fait, comme un garçon ou une fille de mon âge. Mais ça, ils en ont pas exactement conscience. Donc, l'idée, c'est vraiment de les aider à traverser ça et à accepter à nouveau d'avoir des petites doses d'autodéception. Et puis parfois, ça veut dire qu'il faut vraiment changer d'environnement. C'est-à-dire qu'il y a des environnements qui ne génèrent aucun bien-être et que du mal-être. Il faut savoir l'admettre aussi. Là, sur une étude récente qu'on a lancée auprès des collégiens et des lycéens sur les révisions, on leur a demandé, entre guillemets, pourquoi ils se mettaient à réviser. Et notamment, dans les déclencheurs des révisions, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que juste l'examen arrive, il faut que je révise. On leur a demandé la question, qu'est-ce qui te stresse le plus? Est-ce que c'est la pression scolaire, la pression des parents, la charge de travail à abattre, la peur des résultats ou l'impression de jamais en finir? Et à notre grande surprise, l'échéance est montée très très haut évidemment parce que t'as plus le choix, tu peux plus reculer. Mais on s'est rendu compte que les jeunes filles et les jeunes hommes ne sont pas sensibles au même motif de stress. Les jeunes hommes sont très factuels sur le stress. C'est la peur des résultats, la peur de ne pas être prêt au moment 2 ou la peur de ne pas savoir s'organiser. Et chez les jeunes filles, on s'est rendu compte que la pression scolaire est beaucoup plus forte que la pression familiale qui t'arrive en dernière position, je crois. Est-ce que tu as un éclairage sur ce point? Je pense qu'il y a un biais sexiste. Enfin, moi, ça me paraît pas du tout choquant. En tout cas, que la pression familiale arrive en dernier chez les jeunes filles, parce que je pense que c'est une réalité. Voilà, parce que c'est pas que là-dessus qu'on attend qu'elles réussissent. Après que elles aiment pas les mauvaises notes, c'est vrai qu'on a ça pas mal. Mais on a aussi quand même des garçons qui ont très très peur de dégringoler, surtout les très bons élèves en fait. Oui. C'est plutôt cette communauté-là, nous, qu'on voit qui a
hyper peur de rater sa vie, en fait. Pas tellement professionnelle, mais rater sa vie tout court. Et en fait, tant qu'on n'a pas touché ça vraiment avec eux du doigt en disant « Raconte-moi ce qui pourrait arriver de plus épouvantable, en fait. Si tout à coup, tu commençais à dégringoler. » Je le redis, je parle de très bons élèves. Hein. J'en ai en ce moment en CM1 qui s'est arrêté d'écrire. Le gamin était brillantissime. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment des premiers de classe. En plus, le gamin modèle, genre la maîtresse mettait toujours les éléments perturbateurs à côté de lui pour qu'il les calme. Bref, l'enfant modèle. Et là, il refuse d'écrire. Il refuse d'écrire parce qu'il veut écrire avec zéro faute, zéro rature, zéro chose pas belle. Il se fiche dans son excellence. Complètement. Et donc là, on est sur une phobie d'écriture, c'est quand même absolument hallucinant. Et donc, il a fallu qu'on réfléchisse avec lui en disant mais qu'est-ce qui pourrait se passer si, en effet, tu commençais à écrire moins bien qu'avant, donc à avoir une note de présentation moins bonne et peut-être même à faire des erreurs. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans la suite de ta vie? Et lui, vraiment, alors qu'il est tout petit, quoi. Lui, vraiment, c'était l'idée de rater sa vie complètement, voilà, de pas être parmi les meilleurs et de décevoir, en l'occurrence. Et pour toi, c'est une construction qui vient de ce qu'ils entendent dans la famille ou des constructions de ce qu'ils entendent dans le contexte scolaire? Je pense que c'est les deux. Hein. Il y a des familles chez lesquelles la pression implicite est extrêmement forte, mais ils ne s'en rendent absolument pas compte. Donc des lignées de polytechniciens qui disent non mais je vous jure Madame Piquet, je ne leur mets pas du tout la pression. Je dis mais en fait votre présence est une pression globale en fait, pas votre présence mais le fait qu'il soit au sein de cette famille est une pression absolument fondamentale. Donc ça arrive tout à fait fréquemment. Après je pense qu'il y a des autopressions, c'est-à-dire que un enfant qui a toujours été extrêmement valorisé parce qu'il est très bon comme ce petit garçon par exemple, la dégringolade elle est hyper stressante en fait. Et là où les adultes interviennent, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau parental, en toute bienveillance bien entendu, et même en toute intelligence, hein, c'est pas du tout le problème, vont dire mais ne t'inquiète pas chérie, tu es brillant, il y a aucun risque. Et ça c'est hyper stressant parce qu'on se dit même maman ne peut pas imaginer que je me vautre en fait quoi. Et ça paradoxalement ça augmente l'angoisse. C'est un autre élément qui t'est ressorti de cette étude, c'est que au final les biais extérieurs ont forcément un impact sur le stress de l'enfant, mais il n'empêche que l'enfant de lui-même, on a tendance à minorer, plus ils sont jeunes, plus on minore entre guillemets leur autoconviction, se drive d'eux-mêmes dans les bons côtés et dans les mauvais côtés. Complètement. Je me permets d'interrompre ce programme 30 secondes pour vous présenter les Sherpas, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Les Sherpas, ce sont des cours particuliers, individuels, 100% personnalisés, en ligne ou à domicile, avec un professeur vraiment adapté à chaque élève. Chez nous, pas de formule standardisée, choisissez votre professeur, votre rythme et votre budget. Si vous cherchez un accompagnement adapté à votre enfant, rendez-vous sur sherpa.com, le lien est dans la description. Allez, nous on reprend le podcast. Tu nous as parlé un petit peu des mauvaises intuitions, en tout cas des mauvaises premières réactions des parents quand ils soupçonnent que quelque chose va mal ou que l'enfant s'ouvre entre guillemets à une problématique. Et de ce que je retiens, c'est il ne faut pas minorer leur mal-être ou en tout cas les événements qu'ils sont prêts à partager avec nous. Mais on a tous eu l'ado qui, le jeudi matin, dit « Maman, j'ai mal au ventre, je pense qu'il ne faut pas que j'y aille » et ainsi de suite. Ça arrive une fois, ça arrive 2 fois. Est-ce qu'il y a un moment où il faut qu'on comprenne que ce n'est pas juste du « j'ai pas révisé, je voudrais éviter d'aller au DS ». Si c'est le cas, il y a quand même une souffrance. Enfin, je veux dire, c'est pas logique d'avoir aussi peur que ça d'une évaluation. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Enfin, je veux dire, soit c'est interne, comme on a vu, soit c'est externe, et il faut quand même travailler là-dessus. Il est illusoire de considérer que les enfants qui ne veulent pas aller à l'école le font par caprice. Vraiment, je pense que c'est une erreur, ou par flemme, ou par paresse, enfin, je ne sais pas. Je pense que ça peut être le cas 1 ou 2 jours, mais il y a un moment donné où ça veut dire qu'il y a une peur. C'est la régularité qui doit inquiéter. Oui, voilà, c'est la régularité et le fait que vraiment, tout en sachant que, je le redis, l'évitement provoque une angoisse supplémentaire. Donc, c'est intéressant de se poser la question assez rapidement. S'il n'y a pas de signaux physiologiques, enfin voilà, il faut vraiment faire aussi toutes les enquêtes nécessaires au niveau médical. Mais je pense que, quel que soit le motif, que ce soit parce qu'on a peur d'une évaluation, que ce soit parce qu'on a peur d'un enseignant, ça peut arriver, hein, notamment en primaire, que ce soit parce qu'on a peur des autres, que ce soit parce qu'on a un tel chagrin d'amitié qu'on ne se voit plus croiser le chemin de l'autre. Je pense que c'est à prendre en considération en disant si tu peux pas y aller, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Et raconte-moi, qu'est-ce qui pourrait se passer de plus épouvantable si tu y allais en fait pour que je comprenne. Le problème, c'est que si on parle par exemple du harcèlement, on sait aujourd'hui qu'environ 60% des adolescents n'en parlent pas au moment des faits à un adulte. 60%, c'est énorme. Hein. Ils en parlent après, hein, pour la plupart, ce qui est d'ailleurs très culpabilisant pour les parents qui se disent mais j'ai rien vu, etc. Moi, je pense qu'ils n'en parlent pas pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ne veulent pas faire de peine à leurs parents. C'est une génération qui prend énormément soin de ses parents. C'est pas forcément autant le cas avant. Ils sentent qu'il y a une espèce de panique absolue de cette génération de parents à ce que ça se passe mal socialement pour eux, quoi. Et la deuxième raison, en effet, c'est qu'ils ont extrêmement peur de ce que les parents vont faire pour résoudre le problème. La réaction du parent. Voilà. Ils n'ont pas tort d'avoir peur parce que très souvent, quand on est très inquiet, très angoissé et très aimant, on fait souvent des choses très improductives, comme aller en parler
aux élèves en question, comme aller en parler aux parents des élèves en question, comme Parler aux aller profs. aux profs, au CPE, Ouais. au proviseur, pour qu'il y ait des interventions. Ça, ils ont très peur de ça. Ils sont quand même, d'après les études de Margot Deshages, 64% de collégiens à considérer que les adultes ne savent pas gérer les problématiques de harcèlement. 64%. C'est inquiétant. Donc, mais c'est un échec cosmique. Enfin, je veux dire, faut vraiment qu'on se pose des questions sur ce qu'on est en train de faire, quoi, globalement. Je pense, pour terminer sur cette question-là, que c'est hyper important de dire, donc, c'est qu'il y a des choses sans doute vraiment très inquiétantes ou très douloureuses qui s'y passent. Si tu veux m'en parler, sache que je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas d'accord. Très belle phrase qu'il faut avoir le courage quand même d'aborder en tant que parent. Il faut avoir le courage absolument de la dire, mais c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de tenir après. Parce que si en effet on prend cet engagement, très souvent, en tout cas dans mon expérience clinique, les adolescents se livrent, du coup, ils disent Oui. des choses qu'on n'a pas envie d'entendre en tant que En parent, tant que clairement. parent, on va vouloir réagir. Et immédiatement, on a envie de tuer à peu près la planète entière. Globalement, c'est qui est logique, je le redis. Mais là, on a pris un engagement. Donc, si on ne tient pas cet engagement, alors c'est terminé. Il ne nous fera plus du tout confiance. Maintenant, on va attaquer le sujet qui défraie la chronique régulièrement. Et c'est plutôt un bon signal, même si ça reste inquiétant, qui est le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, en tant que parent, et je témoigne la première, on en entend parler par deux biais. Les médias qui vont vous raconter des faits divers et les enfants qui, mine de rien, maintenant dès l'élémentaire, ont quand même des initiations justement à la communication, au vivre ensemble. On parle beaucoup de l'EVRAS sur la vie sexuelle, mais en fait, l'EVRAS commence par la vie collective et affective, avec notamment le droit de dire non et le signal d'alarme à remonter aux encadrants. Aujourd'hui, les situations d'harcèlement, tu y es plus souvent exposé qu'avant, où la parole s'est libérée et du coup, on vient t'en parler plus facilement qu'avant. Je pense que la parole s'est libérée chez les adultes. Je pense qu'elle ne s'est pas du tout libérée chez les enfants. Je pense que c'est l'omerta de plus en plus sur ce sujet-là, notamment au collège. Je pense que la prévention est vraiment tout à fait intéressante. Les études documentent que dans les établissements où il y a de la prévention de ce type-là, qui est absolument intéressante, les faits de harcèlement sont 20% inférieurs aux autres établissements. Donc, on a un impact tout à fait intéressant. Mais c'est que 20%. Et alors, ce qui se passe, et là, pour moi, c'est vraiment un échec absolu, et j'en suis vraiment la première tout à fait désolée, même si c'était prévisible et que nous l'avions dit, c'est que aujourd'hui, à partir de la 5e, ils ne supportent plus qu'on leur parle de harcèlement. Mais ils ne supportent plus. C'est-à-dire qu'ils en ont tellement entendu parler avant, avec toutes sortes de choses, des modalités très différentes, des concours de vidéos, des psys qui viennent, des commissaires qui viennent, des anciens témoins qui viennent, et tout ça, encore une fois, est fait avec la meilleure intention du monde. Mais on est quand même sur un discours très moralisateur qui s'adresse essentiellement aux enfants harceleurs. C'est quand même ça l'idée, ou aux futurs enfants harceleurs. Ouais. Ils n'en peuvent plus. Mais je pense que c'est une problématique qui mérite beaucoup plus que nos simples émotions. Je pense qu'il faut analyser les choses. Et on constate que les chiffres du harcèlement ne diminuent pas, très clairement, alors que même que vraiment l'institution a mis en place plein de choses. Et en fait, nous, on considère que c'est une escalade, je le redis, donc ça bouge, une escalade complémentaire entre un enfant ou un adolescent de plus en plus en position de toute puissance, d'emprise, etc. Et de l'autre côté, un enfant seul, de plus en plus en situation sous emprise, donc recroquevillé en souffrance. Et au fond, l'institution travaille énormément avec ces personnes-là, en disant il faut redescendre pour rééquilibrer la relation, ce qui est à la fois logique et tout à fait bien intentionné. Sauf que lui, il faut bien comprendre une chose, et ça c'est un impensé institutionnel majeur. Lui, au fond, ce qu'il éprouve au moment où il harcèle, c'est du plaisir. Et ça, tant qu'on l'a pas compris, tant qu'on l'a pas verbalisé, en fait, on se dit mais ça va être facile de le faire redescendre. Mais non, parce qu'il éprouve un plaisir assez considérable, lié justement à ce plaisir social immédiat qui est très, 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 très fort chez eux en termes de besoins. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième driver, c'est qu'il se sécurise par rapport à des faits de harcèlement qui pourraient lui arriver à lui. Donc lui, il n'a aucun intérêt de redescendre. Il est en haut de la chaîne alimentaire. Exactement, en haut de la pyramide, comme disent certains d'entre eux. Face à cette analyse systémique, nous, on se dit plutôt, c'est avec lui qu'il faut s'accroupir pour l'aider à rééquilibrer en reprenant au fond une partie du contrôle de cette relation. Et donc, moi, la sensation que j'ai, c'est que chaque fois qu'on fait autre chose que ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait la morale, qu'on sanctionne, qu'on fait de la prévention qui est une forme de morale aussi, en tout cas quand c'est fait sur cette modalité-là, à mon avis, on augmente l'escalade complémentaire qu'il y a entre les deux. Parce qu'au fond, on dit aux enfants harceleurs, le fait même que je sois là montre à quel point cette personne est incapable de gérer ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que dès que j'aurai le dos tourné, vous pourrez recommencer sans aucun dommage de sa part. Ça, c'est le message qu'on envoie aux harceleurs. Aux enfants harcelés, on envoie le message que ma seule présence montre à quel point tu n'es pas capable de faire ça. Et donc, on vient creuser un peu plus le peu d'estime qu'ils ont d'eux sur ce sujet-là. Donc, pour moi, l'erreur consiste
à vouloir intervenir dans cette escalade complémentaire en essayant de faire redescendre cette personne-là sans se préoccuper de faire remonter cette personne-là. Comment se fait-il qu'il y a des enfants qui supportent les petites brimades, qui s'en sortent, et d'autres qui n'y arrivent pas? C'est une question de vulnérabilité. On a constaté, nous, une forme de saisonnalité, c'est-à-dire qu'en septembre, il n'y a pas de harcèlement. Parce qu'en septembre, les harceleurs guettent, ils observent, ils essayent de voir qui va être susceptible. Le groupe social est en train de se construire, Complètement. en fait. Voilà. Mais ils vont chercher, évidemment, leurs victimes, pas parmi les plus clasheurs. Hein. Donc, ils vont les choisir, et ils vont les choisir de façon très subjective. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont un espèce de radar à vulnérabilité tout à fait précis, vraiment. Ils savent vraiment dire qui est vulnérable à un instant donné, et ils vont présumer que la personne est vulnérable plutôt sur ce sujet-là. Par exemple, puisqu'on parlait de facteurs de risque de surpoids, ils vont voir quelqu'un dont ils sentent qu'il est pas très à l'aise et qui en plus est en surpoids. Ils vont faire une équation assez simple en disant, lui, à mon avis, si on l'embête sur son poids, ça devrait le faire, c'est-à-dire qu'il ne va pas réagir. Ils présument souvent juste. Quand un enfant est vulnérable et qu'on vient lui faire du mal sur une zone qui le complexe, sur une zone sur laquelle il est mal à l'aise, il ne peut pas se défendre, par définition. Toujours, du coup, dans un angle pratique, est-ce qu'il est possible, en tant que parent ou éducateur, d'apprendre à un ado à réagir? Oui, mais c'est un métier. C'est-à-dire que nous, en fait, notre métier consiste à recevoir, en effet, des enfants et des adolescents en situation de souffrance relationnelle. On en reçoit à peu près 800 à 900 par an depuis une petite vingtaine d'années. Donc, on a une base de données quantitative qui est sans doute la plus fournie d'Europe francophone. Et en fait, on va analyser avec eux, en s'asseyant à côté d'eux, je l'aurais dit, en s'accroupissant même à côté d'eux. On va observer avec eux ce qui se passe de leur point de vue à eux. On va co-construire avec eux ce qu'on appelle une stratégie de résistance, c'est-à-dire comment est-ce que tu pourrais faire autrement que ce que tu fais aujourd'hui. En fait, moi, j'ai modélisé à partir de l'école de Palo Alto qui met en exergue quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est que la plupart du temps, c'est ce qu'on met en place pour résoudre un problème qui non seulement ne le résout pas, mais l'alimente, voire l'aggrave. Ça, c'est vraiment un de leurs principes fondamentaux. Et à partir du moment où on a identifié avec l'enfant ce qui se passe et ce qu'il a essayé de mettre en place, ce que la communauté adulte éventuellement a essayé de mettre en place pour apaiser la souffrance et qui n'a pas fonctionné, alors on va aider l'enfant à construire une stratégie à 180 degrés, c'est-à-dire à l'inverse de ce qu'il a fait jusqu'à présent. D'accord. Ça veut dire que si un enfant a tendance à se recroqueviller, on va le faire se déployer. Si un enfant a tendance à demander aux adultes d'intervenir à sa place, on va le pousser à intervenir lui. Bref, mais tout ça est vraiment du sur-mesure absolu. Oui. Donc c'est pour ça qu'il n'y a absolument pas de mode d'emploi. Si je t'écoute, j'entends quand même qu'il faut comprendre d'où vient la crispation pour ensuite choisir une solution d'adressage. Alors la crispation, en tout cas, comment ça se manifeste? C'est-à-dire, vraiment, moi, je vais vraiment... C'est ce que je dis à mes étudiants en permanence. Je leur dis, il faut que vous soyez en plongée sous-marine avec l'enfant. C'est-à-dire en lui disant, la dernière fois qu'il t'a embêté, c'était où? C'était quand? Il t'a dit quoi? Il y avait qui? Tu as répondu quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu à ce moment-là? On veut des séquences, en fait. Nous, vraiment, comme si on filmait, en fait. On leur dit souvent, donne-moi la vision. Donc, du coup, j'ai des séquences. Et à partir de ces séquences, quand j'en ai 3 ou 4, je vais pouvoir, en effet, déterminer quel est le mouvement global dans lequel cet enfant agit pour faire cesser le harcèlement, et qui ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a les séquences, je dis donc, on est bien d'accord qu'en fait, toi, ce que tu fais depuis 3 mois maintenant, c'est que, globalement, tu lui dis ça. Ils me disent oui, je dis, ça marche? Ils disent, ben non, pas du tout. Je dis, d'accord. Donc, alors, peut-être ce serait intéressant qu'on essaye l'inverse, en fait. D'accord. Et donc, une fois on s'est mis d'accord là-dessus, je vais concrétiser cet inverse. C'est-à-dire que je vais lui dire, ben donc, voilà, la prochaine fois qu'il te dit ça, qu'est-ce qui se passerait, à ton avis, si toi, tu répondais ça? Et donc là, ils disent, je pense qu'il répondrait ça. Je dis d'accord. Et donc, si à ce moment-là, toi, tu répondais ça. Et donc, en fait, je lui fais vraiment enrouler le scénario 3 à 4 fois pour vraiment qu'il soit extrêmement assuré comme en escalade, quoi, qu'il se dise au fond, quoi qu'il se passe, je sais quoi répondre, hein, toujours en restant sur le même mouvement, à 180 degrés. C'est vraiment du sur-mesure, mais ça a 2 ingrédients majeurs. Alors, d'abord, le courage, hein, bien entendu, parce que c'est extrêmement difficile de faire ça. C'est des enfants qui, pas du tout par nature, mais à ce moment-là de leur vie, ne sont pas très aptes à la répartie et à dire quelque chose, puisqu'ils sont souvent extrêmement recroquevillés. Et puis, ça demande une autre qualité que je vais travailler avec eux, qui est l'autodérision. C'est-à-dire que quand on est capable d'autodérision, qu'on soit enfant ou adulte d'ailleurs, c'est difficile de se moquer de nous. C'est comme s'il n'y avait plus de place, en fait, d'une certaine manière. Alors, je fais l'extrême distinction entre autodérision et autoflagellation. On est bien d'accord, hein, c'est pas du tout la même chose. L'autodérision, c'est savoir rire de soi. Et là où c'est très dur dans ce contexte-là, c'est qu'il faut qu'il fasse semblant de rire sur quelque chose qui les fait terriblement souffrir. Je prends un exemple tout bête, hein, mais vraiment... je sais pas, une jeune fille à qui on va dire ah ouais, toi tu te resserres à la cantine alors que t'es quand même obèse comme une baleine, quoi. L'autodérision consiste à dire ouais, moi je ressemble à une baleine et encore t'as pas vu ma mère. C'est une catastrophe. Ça, c'est de l'autodérision. Oui. C'est hyper dur d'aller en effet dire ça alors même qu'on est en souffrance sur le sujet. Mais quelque chose de très important, c'est que le carburant du harcèlement, très clairement, c'est la souffrance de l'enfant harcelé. C'est parce que l'enfant harcelé souffre, que le harceleur le perçoit, que
il va continuer en fait en se disant donc en fait je suis Ça marche, le pourquoi big je boss. m'arrêterais? Tout à fait. Le simple fait d'être en autodérision, c'est comme si on arrêtait d'alimenter le véhicule du harcèlement. Dans un certain nombre de cas, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en plus, il faut qu'on les aide à trouver quelque chose qui puisse ridiculiser la posture du harcèlement. Le rêve Du de tout harceleur, ado pardon. qui se retrouve le bec dans l'eau face à un Voilà. harceleur. Exactement. Mais vraiment, il faut pas du tout s'attaquer à l'être. Il faut vraiment, À la parole. oui, à la posture en fait, voilà, vraiment à cette modalité-là d'interaction qui est le harcèlement. Et donc là, c'est à nous de les aider pour en effet trouver quelque chose qui soit proportionné en plus, parce que il faut pas un bazooka quand c'est une petite micro-agression comme tu disais, ou voilà, et que un enfant qui se fait moquer parce qu'il est trop petit. J'avais un petit garçon comme ça qui se faisait moquer parce qu'il était trop petit, et je disais mais à quel moment c'est le plus difficile, et il me disait en fait ce qui est vraiment pénible c'est que c'est un peu tout le temps. Il me disait mais il y a deux moments différents. Il y a des moments où il y a des grands troisièmes, il était en sixième, qui viennent me voir et qui me disent ah mais t'es tout petit toi, et puis qui repartent. Et puis il y a des gens dans ma classe qui eux, chaque fois qu'il y a le mot petit ou quelque chose qui appartient à ce champ lexical, ils disent ah vous voulez dire comme Tom madame, et ça c'est vraiment très pénible parce que c'est vraiment pour me faire du mal. Donc on va pas du tout donner la même stratégie dans les deux cas. Je veux dire, par rapport au grand troisième, on va lui proposer par exemple de dire ah mais super, merci de me l'avoir dit parce que j'avais complètement j'oublie tout le temps, donc vraiment c'est sympa de me le dire. Et ça au fond ça déroute, et c'est à juste proportion de ce qui est de ce qui est envoyé. C'est du sur-mesure. L'idée c'est vraiment de se dire que c'est très difficile de continuer à se moquer de quelqu'un qui en tout cas montre que non seulement ça ne le fait pas souffrir, mais ça le fait rire. Oui. Et puis ensuite, il faut les entraîner, en effet, parce qu'ils sont pas... C'est comme un sport de combat. Il faut répéter pour être à l'aise. C'est une grammaire relationnelle. En fait, moi, je pense que les enfants et les adolescents, ils viennent aussi chercher au collège et au lycée, pas que la SVT et l'anglais. En fait, ils viennent aussi apprendre la relation. Alors, j'en fais une parenthèse, justement, parce que dans le contexte de la scolarité aujourd'hui, on va parler un peu plus tard, j'ai une maman qui nous a posé des questions sur le fait de déscolariser son enfant et faire de l'école à la maison. Qu'est-ce que vous apprend l'école? Il y a le savoir académique, mais si on écoute le ministère et surtout si on écoute les professeurs, le lien social, l'empathie, l'intelligence sociale est un savoir qu'on acquiert sans l'acquérir formellement par un apprentissage. Et aujourd'hui, tu en parlais un petit peu, c'est peut-être pas une bonne idée de déscolariser complètement, mais l'appartenance sociale, elle se construit par les années collège et les années lycée. Absolument. Et donc, moi, je pense que la communauté adulte doit être capable de répondre concrètement, en lui faisant faire un apprentissage, comme tu dis, à un enfant qui dit qu'est-ce que je fais face à des comportements problématiques. C'est une compétence. C'est une compétence qui va leur servir toute leur vie. Parce que des comportements problématiques, pardon, mais c'est pas parce que la dernière sonnerie du lycée a retenti qu'ils s'arrêtent. Et je trouve que c'est très dommageable que, en effet, on ne s'empare pas de ce sujet-là en disant moi, je rêve d'un monde où, dans chaque établissement, il y aurait 2 personnes formées à l'école de Palo Alto, plutôt des fonctionnels comme des CPE, des AED, infirmières scolaires, évidemment, psychoscolaires aussi, mais qui seraient des profs de relations, en fait. Pas, comme tu le disais, de façon descendante, mais quand il y a un problème, comment on aide quelqu'un à résoudre ce problème. Et ce faisant, comment on l'aide à faire un apprentissage pour sa vie future. Et donc, moi, je milite pour ça. Et je pense qu'on a une armée de professionnels tout à fait remarquables que sont les CPE, moi, que j'aime d'amour, et les AED, qui les accompagnent, qui sont ultra volontaires. Moi, je forme beaucoup de professionnels de l'éducation nationale chaque année. J'ai énormément de CPE qui viennent se former sur leur denier personnel, je veux dire, sur leur temps et sur leur denier personnel, parce qu'ils sont absolument démunis face à la souffrance des enfants sur cet aspect-là, en fait. Ils sont bien placés pour savoir que le savoir-être en collectivité, le savoir-être individuel et le savoir-être ensemble est au cœur d'une grosse partie de leurs problématiques. Absolument. Je reviens justement sur ta parole en disant qu'il faut savoir se faire aider par des gens dont c'est le métier. On a souvent l'occasion de le rappeler sur ce podcast. Je vais encore faire un mème social, mais on est parents, on n'est pas psy, on n'est pas professeur, et c'est OK. C'est-à-dire qu'il faut savoir en tant que parent accepter le fait qu'on puisse être démuni et faire appel à autrui. Est-ce que en dehors, entre guillemets, des encadrants de l'éducation, en dehors des psys, est-ce que tu recommandes de faire appel aux tierces parents, à la fratrie, pour essayer de déminer des situations? Ou pour toi, il faut quand même tout de suite savoir prendre conseil auprès d'un professionnel? Non, moi je pense que c'est pour ça que vraiment on est très engagé dans le fait de laisser des ressources justement en open source sur notre site, des articles, des études qu'on a pas mal publiées. Voilà, il y a pas mal de livres qui sont en bibliothèque sur ce sujet-là. Donc bien sûr qu'on peut s'appuyer sur des ressources. Par exemple, le dernier livre que j'ai écrit sur le sujet qui s'appelle Manuel de survie face au harceleur. Et je pense que lire ce livre épaule contre épaule,
qu'on soit parent, professeur, CPE, avec un adolescent, ça peut être extrêmement intéressant. Autre ressource, on a été sollicité il y a 2 ans par une maison d'édition qui s'appelle Topla, qui est une maison d'édition qui est très engagée sur comment le jeu peut vraiment apaiser les souffrances, en fait, Ouais. et qui nous a demandé de travailler sur un jeu de prévention. Donc moi, je savais pas trop comment faire. Je me disais, moi, j'ai quand même une pensée qui est... Enfin, je sais pas comment on va faire pour modéliser ça. Et ils ont trouvé une mécanique de jeu qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire que c'est une carte qui est présenté, donc c'est un jeu collaboratif, hein, donc on peut le faire avec 15 élèves par exemple. Donc il y a une carte avec une situation, par exemple, tout le monde me traite de bigleuse, j'en sais rien, enfin n'importe quoi, donc une situation. Et sur chacun des 4 côtés de la carte, il y a une solution possible. Donc D'accord. j'en parle à la CPE, je ne mets plus mes lunettes quand je vais au collège, et puis d'autres propositions plus de notre cru, plus à 180 degrés. Et en fait, les élèves doivent se mettre d'accord sur quelle est la solution qui leur semble la plus meilleure appropriée. Voilà. Mais tout en disant, il n'y en a aucune de mauvaise. Hein. L'idée, c'est vraiment de regarder quels sont les risques et quels sont les avantages de chacune des situations. Et ça aussi, c'est une ressource hyper intéressante qu'on peut utiliser en famille, en fait. Ouais. Ça permet de voir qu'il y a d'autres solutions. Et c'est vrai que quand les enfants comprennent le virage à 180 degrés, la stratégie de résistance, souvent ils sont bien meilleurs que nous. Donc en effet, pouvoir en parler à un grand cousin ou pouvoir en parler à un grand frère ou une grande sœur, évidemment ça peut être tout à fait bien. Et parfois ça suffit, hein, vraiment. Maintenant, si c'est enquisté, si ça fait longtemps que ça dure, si on a sans le vouloir, créé quelque chose de très agité en fait autour de cette situation, je pense qu'il vaut mieux aller voir un professionnel. Ce que j'entends dans l'exemple du jeu que tu as fait, c'est qu'au final, montrer à l'enfant que sa parole compte, puisqu'il y a débat, c'est la meilleure clé d'entrée. Absolument. Pour finir, justement, je vais prendre le cas d'une maman qui a compris à travers les retours de l'école, à travers la parole du petit frère et de la petite sœur, que le grand frère a une situation de harcèlement. Quand on écoute son témoignage, on voit vraiment qu'il y a une grosse crispation au moment de compréhension de la situation, qui commence effectivement par « c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai laissé faire ?» Tu nous citais tout à l'heure l'exemple des parents qui surréagissent, parce qu'à ce moment-là, un parent très impliqué va vouloir sortir, taper du monde, réclamer justice. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une situation dynamique qui va résoudre la situation tout en en reconnaissant le moment d'échec et le moment de surcolère? Comment est-ce qu'en fait on trouve une voie de sortie pour résoudre la situation? Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les adultes en qui les adolescents ont confiance sont des adultes qui savent admettre qu'ils ont eu tort. Comme on le disait tout à l'heure, pouvoir dire à son ado « je suis désolée ». Parce que je suis intervenue, parce que j'étais tellement en colère, tellement triste. Et j'ai pas écouté, en fait, que tu me disais que c'est pas ce que tu souhaitais. Je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça. Je vois bien que ça n'a pas résolu la situation, ou parfois même que ça l'a aggravée, malheureusement. Sache que si tu veux m'en reparler, je te promets que je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas d'accord. On en revient à ça. Et donc, ça veut dire qu'on pourra réfléchir ensemble à des solutions, mais je ne t'imposerai rien. Mais c'est vrai que c'est plus difficile, parce que, en fait, le problème, c'est que les adolescents, une fois que ça leur est arrivé, ils n'ont plus confiance dans les adultes. C'est pour ça qu'on arrive à ce chiffre terrible de 64%, en fait. Hein. Pour toi, concrètement, qu'est-ce que doit faire un parent quand il découvre la situation de harcèlement? D'abord, il doit ne pas essayer de contrôler ses émotions, je pense vraiment pas, devant son ado. C'est-à-dire qu'il doit dire « ça me brise le cœur. Je ne comprends pas comment on peut faire ça à quelqu'un d'aussi chouette que toi. Je ne comprends pas qu'il ne voit pas la personne magnifique que tu es. Je suis totalement brisée de chagrin. Je suis extrêmement en colère contre eux. Et si je pleure, c'est parce que vraiment, ça me fait de la peine. Et je comprends que toi, tu sois hyper mal. Je pense qu'il y a plusieurs solutions. Mais encore une fois, c'est toi qui décideras. Ce que j'aimerais simplement, c'est qu'on discute de ce qu'on pourrait faire. Pour finir, on a l'habitude de reporter aux invités des questions pratiques qui nous sont posées par des parents, parce que souvent on fait un post social pour demander des points de vue, des questions qui sont posées. J'en ai 2 pour toi. La première, on a un petit peu évoqué avant, c'est « mon enfant ne veut plus aller à l'école. Je soupçonne un conflit avec son professeur. Que faire ?» Je suis toujours très mal à l'aise parce que je n'ai pas tous les éléments, donc je ne peux pas être suffisamment rigoureuse, donc ce ne serait pas professionnel de ma part de donner un conseil trop précis. Mais si elle soupçonne ça, il faut qu'elle comprenne ce qui se passe en fait, et surtout ce qui fait souffrir son enfant à un point suffisamment intense pour que il ne veuille plus aller à l'école, quoi. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est en colère et que donc il veut signifier par là sa colère, ce qui est tout à fait possible aussi. Pour avoir régulièrement le contexte, nous, dans le cadre de soutien scolaire, puisque c'est une partie, entre guillemets, des personnes qui nous appellent, la première chose, effectivement, c'est d'arriver à recueillir la parole de l'enfant. Ça demande beaucoup de travail pour le parent, on va pas se mentir. C'est enquêter aussi auprès des autres parents d'élèves, savoir ce qui se passe quelque chose, et à la rigueur, avoir le courage de s'en ouvrir au CPE et de le consulter. Le professeur doit être interrogé à un moment ou à un autre, mais avant toute chose, il faut écouter ce qui se passe. Et alors, l'autre question, elle est
déjà beaucoup plus engagé. Est-ce que le changer d'établissement ou faire l'école à la maison serait une solution pour mon enfant qui est harcelé actuellement? Moi, je pense qu'il y a des moments où le changement d'établissement est obligatoire. C'est même pas que c'est possible, c'est obligatoire. C'est-à-dire que ça m'arrive à peu près, moi, 2 fois par an, de demander une dérogation à l'éducation nationale qui souvent l'accepte. Parce que je considère qu'en effet, l'écosystème dans lequel est l'enfant ou l'adolescent est tellement problématique. Et je le redis, c'est souvent parce que les parents, en toute bonne foi et en toute bienveillance vis-à-vis de leur enfant, sont beaucoup intervenus auprès des équipes éducatives, mais de façon souvent un peu intense, on va dire, avec parfois des choses qui peuvent être douloureuses pour les équipes éducatives, qui du coup font un rejet de la famille dans sa globalité, pas que des parents. C'est-à-dire que quand ils voient l'enfant, ils voient les parents. Et donc voilà des enfants qui se retrouvent dans un écosystème où il n'y a plus aucun soutien en fait, parce que c'est tellement rempli d'hostilité de partout, quoi, que là moi je procède à un changement d'établissement. Mais quand je procède à un changement d'établissement, je demande à voir l'enfant, s'il est d'accord évidemment, le premier soir de sa rentrée, puis à J+3, puis à J+7. Souvent, les faits de harcèlement recommencent à J+3. D'accord. Selon les mêmes modalités, globalement. Ou si c'est pas le cas, c'est à J+7. Et donc, je leur demande à ces enfants-là d'observer vraiment ce qui se passe pour qu'on soit extrêmement prêt à mettre en place la stratégie de résistance Pour avoir un tout à vrai fait nouveau rapidement. départ. Exactement. Tu conseilles d'admettre que certaines fois, la situation n'est pas reconstructible Absolument. et qu'il faut un nouveau départ. Absolument, je pense vraiment. Simplement, il faut pas qu'ils fassent comme seul apprentissage que la seule solution face à des comportements problématiques, c'est de fuir. Parce que c'est pas un apprentissage. Et parfois, c'est tout à fait recommandé. Mais il y a un certain nombre de cas où on a un impact sur la situation. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent un autre apprentissage. Et c'est pour ça qu'on les outille dans le nouvel établissement. Pour le CNED, Ou tout ce qui est enseignement à la maison tout à fait. avec du support Absolument. pédagogique. Moi, je pense que c'est une solution. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune solution où on dit non, mais surtout pas. Si ce n'est, moi, je trouve l'évitement partiel. Je trouve que ça, c'est globalement inefficace. Je pense qu'il y a des enfants qui ont besoin d'un répit parce qu'ils sont cassés, en fait. Ça peut être une solution temporaire. Il faut absolument compléter avec des activités extrascolaires pour qu'en effet, les relations continuent à pouvoir se faire, quoi. Mais je pense qu'avant ces solutions-là, il faut voir si on peut pas outiller l'enfant différemment dans le contexte dans lequel il est, qui est Et donc, savoir souvent... s'appuyer sur un tiers conseil extérieur à la famille. Merci Manuel. Mais merci beaucoup à toi. C'était passionnant. On pourrait encore en parler pendant un long moment, mais je pense qu'on a bien vu les trois typologies qu'on voulait dresser aujourd'hui. Quant à vous, j'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas aussi à consulter les ressources en ligne. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur Parents d'Ados.